arriver à ne pas avoir une articulation, il faut que je sollicite l'ensemble de la matière ici et que j'empêche le voilement. Et donc pour empêcher le voilement comme ça, la meilleure solution, c'est de rajouter du métal ici, en fait des plats que je vais retrouver donc ici, de telle manière à ce que cette partie-là ne puisse pas fléchir. C'est ce qu'on appelle là effectivement un encastrement. Et là, c'est ce qu'on voit, on ne le voit pas ici, mais on s'aperçoit en fait à chaque fois que tous ces éléments ici sont sollicités. Donc la semelle, ce qu'on appelle, vous savez, sur un profil I, vous avez ça, c'est l'âme, et ça, c'est ce qu'on appelle les semelles, ou les ailes des fois. Donc, quand vous voyez un assemblage et vous vous rendez compte que dans l'assemblage que vous pensez être encastré, vous n'allez pas solliciter la partie arrière, c'est-à-dire le métal qui est derrière, ou empêcher le voilement de lame au milieu, c'est que vous avez de fortes chances d'avoir une articulation. Sauf, bien évidemment, si vous avez un HEA de 600, et puis là, vous avez le porte-manteau qui est accroché. Mais bon, ça vous allez le voir dans le calcul, mais le moment de rotation que vous avez ici, vous pouvez donc le calculer et savoir si l'ensemble du métal sollicité est capable de le reprendre. Donc ça c'est la grande difficulté, oui et non, mais c'est la grande erreur que beaucoup peuvent faire en voyant des assemblages et en considérant tout simplement parce que c'est soudé, c'est que c'est encastré. Non, la mécanique, elle va au-delà du mode d'assemblage, elle va dans le mode mécanique. Waha. Pause. On continue après. Waha. On fait une pause pour 15 minutes. Bon. Alors, donc maintenant, je pense que la stabilité dans un plan n'a plus de secret pour vous. Mais bon, un bâtiment, il tient quand il est stable dans ses plans, c'est bien, mais il est stable surtout quand il est stable dans tous les plans. C'est-à-dire en fait, la stabilité dans l'espace du bâtiment. Un bâtiment, s'il est stable dans le sens des portiques, c'est bien, mais s'il se couche dans l'autre sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il faut travailler également la stabilité dans l'autre sens. Mais vous pouvez la travailler de la même manière, puisqu'en fait on change simplement de plan. Hein? Si cet élément-là est stable, vous pouvez très bien reconsidérer la structure dans l'autre plan et ne plus vous occuper de cette stabilité dans ce sens-là, puisqu'elle est assurée. Donc c'est exactement le même travail. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on met des stabilités, quand est-ce qu'on les met, combien on en met, etc. Alors la règle, c'est quoi? C'est de se dire, dans une construction métallique, on va considérer qu'un bâtiment fait 50 mètres de long. Au bout de 50 mètres, je vais mettre un joint de dilatation. Alors en béton, c'est combien? 5. Non. Combien de mètres on fait? 30 mètres maximum. Oui, mais enfin c'est la longueur, c'est comme toutes les longueurs, tous les 30 mètres, tous les 30 mètres tu coupes. Alors ça, c'est ce que j'appelle une règle de base. C'est-à-dire que votre bâtiment, si vous avez un joint de dilatation, vous allez considérer que votre bâtiment, s'il fait 200 mètres de long, tous les 50 mètres, vous allez devoir assurer la stabilité indépendamment du reste. Alors, si maintenant je vous dis, quand on fait des halles industrielles où on met des machines qui demandent excessivement de longueur, on fait des bâtiments de 300 mètres de long, j'ai vu des bâtiments de 300 mètres de long sans joint de dilatation, enfin considérés comme étant un bâtiment complet. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le joint de dilatation dans la construction métallique, il n'a rien à voir avec un joint de dilatation dans un bâtiment béton. Comment est-ce que l'on fait un joint de dilatation en béton? Alors, là, je ne vous apprends rien. Les Marocains sont les rois du béton armé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous considérez que vous avez un bâtiment et vous en avez un deuxième à côté et vous faites donc une rupture totale jusqu'aux fondations sur le bâtiment. Du point de vue? Joint de rupture. Oui. Rupture. Oui, ça, il y a le remplissage de polystyrène au milieu. Mais on considère bien que les bâtiments sont complètement distincts. Comme s'ils étaient mitoyens. Comment? Ou bien la langue bâtiment plaît. Oui, mais à condition de ne pas dépasser entre deux
entre deux bâtiments, on met 30 mètres maximum. Donc moi je vous dis en métal, déjà on fait 50 mètres. Déjà on fait 50 mètres. Mais sur ces 50 mètres, en fait, on peut très bien avoir un bâtiment qui va faire 200 mètres de long, 500 mètres de long, sans avoir ce principe-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de doubler les poteaux. C'est-à-dire que pour faire un joint de dilatation en métal, je vais vous faire un poteau. Je fais le système le plus simple. Vous avez ici un gousset, par exemple, et puis vous avez votre poutre qui part là-bas, qui est attachée, c'est une articulation. Et vous dites ici, il faut que je fasse un joint de dilatation. Eh bien, il suffira simplement que je fasse un gousset un peu plus long, un trou oblong, et que je vienne mettre ma poutre ici. L'écrou et sa rondelle qui est là ont une liberté de dilatation égale à la valeur de dilatation que j'ai demandé entre les deux bâtiments. Lorsque le boulon est serré, est-ce que ça... C'est une articulation. Si c'est une articulation, je n'ai pas besoin de le serrer. Ouais. Donc je pourrais mettre un axe avec une goupille dedans, ça suffit. Si maintenant je dis ça doit être un boulon à chair, ça ne marche plus. Ça ne peut pas être un boulon à haute résistance. C'est forcément sur une articulation. Mais ça veut dire que ce système-là, en fait, quand je passe dans un bâtiment industriel, je ne le vois jamais. Je pourrais très bien avoir un système un peu différent. On va voir souvent, des fois, vous avez 3 boulons successifs. C'est quand même une articulation, ça. Hein. Puis vous avez la poutre qui est là, et puis vous avez en fait donc les trous oblongs qui sont dedans. Donc c'est le système d'assemblage classique, mais avec simplement ce degré de liberté dans le déplacement de la poutre. Je ne bouge pas au niveau des fondations. Je reste avec un poteau, j'ai pas besoin de dilatation sur les fondations. Lorsqu'il y a un déplacement, qu'est-ce qui se passe au niveau de fondation? C'est l'élasticité du poteau qui prendra. Et maintenant on va le voir, tout dépend où je mets aussi les paliers de stabilité. Donc ça on va le voir juste un peu après. Mais la flexibilité du métal, c'est pas celle du béton. Donc on peut utiliser cette flexibilité à notre avantage, et donc on n'a pas besoin de multiplier le nombre de fondations. D'accord? Ça c'est donc la première chose au niveau donc du joint de dilatation. La deuxième chose sur la stabilité dans l'espace, c'est donc bien évidemment d'avoir la stabilité dans les 3 plans. 2 plans verticaux, 1 plan horizontal. En béton, on ne se pose jamais la question, pourtant ça existe. Les poussées au vent sur les façades, elles sont bel et bien reprises par des planchers. Il y a donc bien quelque chose qui reprend les efforts horizontaux. Sur la construction métallique, comme on n'a pas ces systèmes-là, il va donc bien falloir y penser. C'est-à-dire que mettre des stabilités verticales, c'est bien, mais si je ne stabilise pas le plan horizontal, rien ne m'empêche à un moment donné d'avoir une déformation dans l'autre sens. Ou éventuellement sur la façade d'ailleurs qui est retenue par rien du tout. On va aller voir après. Au niveau des contreventements, c'est-à-dire des paliers de stabilité, on vous dira que dans ce bâtiment maximum 50 mètres par 50, il va falloir que j'ai au minimum 3 paliers de stabilité, non toutes parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en ai au moins une dans un plan et 2 dans l'autre. Si je prends un cube, ben si j'ai stabilisé les 2 faces du cube et une 3e, mon cube est indéformable dans les 2 sens. Par habitude, moi, le Bono, il fait pas ça, il en met 4. Il en met une de plus. Alors c'est pas pour dépenser de l'argent que je la mets en plus. Qui pourrait me dire pourquoi moi je préfère en mettre une en plus? Pourquoi? Je répète la question. On dit, si je veux faire une stabilité, par exemple sur un cube, je fais un cube tout simple, hein. Je dis que pour stabiliser mon cube, j'ai besoin de mettre simplement 3 paliers de stabilité, non toutes parallèles. Donc ça veut dire que je vais par exemple en mettre une ici, j'en mets une derrière et j'en mets une là. Et puis sur devant, là ici, j'en ai pas besoin. Et moi je vous dis, dans un bâtiment, je préfère en mettre 4, donc 2 et 2. Donc j'en rajoute une. Et comme depuis le début je vous dis de ne pas mettre trop d'acier, pourquoi d'un seul coup je vous dis mettez-en plus? C'est qu'il y a une raison.
Alors la raison, elle est simple, elle s'appelle l'incendie. C'est-à-dire, si dans le bâtiment, à un moment donné, il y a un incendie, au niveau d'une palier de stabilité, et que je perds la palier de stabilité, je perds le bâtiment. Donc je préfère en rajouter une, et si le feu se déclare sur une palier de stabilité et sur une deuxième, c'est que le bâtiment il est déjà mal, donc il n'y a plus rien à faire pour lui. Donc c'est pour cette raison que je préfère en rajouter une quelque part pour être certain en cas d'accident d'avoir toujours mes 3 paliers de stabilité. Donc c'est pas une obligation mécanique, c'est pas une obligation légale, c'est un peu de bon sens durable. Et je ne parle pas de celui qui un jour arrive, prend le bâtiment où il y a 3 paliers de stabilité, puis qui dit oui mais là c'est un bâtiment industriel, tout compte fait ici il faut que je fasse une porte pour me livrer mes camions, et il enlève la palier de stabilité. Il en reste encore 3. Enfin, s'il en enlève 2, alors je ne peux plus rien pour lui non plus. Et puis dernière chose, donc ne pas oublier les poutres au vent pour les façades, c'est-à-dire donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand le vent, on le verra ça en détail, hein, tous ces points-là on va les voir en détail. Mais simplement là je résume les choses, c'est donc se dire à un moment donné, les poutres au vent, il faut les faire. C'est quoi une poutre au vent? Ça existe aussi dans la toiture bois, hein. Dans les charpentes bois ça existe. C'est quand vous avez une façade qui est sous l'effet du vent. Voilà un bâtiment. J'ai le vent qui souffle ici. J'ai mes paliers de stabilité, je vais les mettre ici par exemple. Ça c'est ce qui va me permettre de reprendre l'effort au vent. Mais ça je suis capable de le prendre ici. Je suis capable de le prendre là-bas si par exemple j'ai la deuxième palier de stabilité aussi qui est de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Tout le vent qui pousse ici, 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 ici. Je vais fléchir. En fait, ici, il me faut en fait une poutre. Et qu'est-ce qu'elle fait cette poutre? En fait, c'est le même principe qu'une poutre avec verticalement, qui est sur 2 appuis. Et ces 2 appuis sont ceux-là qui vont transmettre les efforts jusqu'aux fondations. C'est ça la poutre au vent. C'est reprendre tout le vent qu'il peut y avoir sur la façade pour les ramener sur les appuis qui sont les paliers de stabilité. Alors ça c'est le genre de choses qu'on oublie. Alors en béton on n'y pense pas, parce que pourquoi? Parce qu'ici on a le plancher béton, c'est lui qui le fait quoi, par définition. Voilà, je crois que nous avons fini la théorie en tout cas. Quelques petits points de détail. Là aussi c'est d'avoir du bon sens. Ça fonctionne dans les paliers de stabilité. Si je pousse au vent, on va s'apercevoir que je peux transiter mes efforts jusqu'aux fondations. Hein, si je pousse là-haut, je vais reprendre ici, je vais repousser là, jusqu'à ce point ici. Donc je tends ici, je repousse là-bas, hop, et je redescends bien jusqu'au niveau des fondations. Mais la seule chose, c'est que je suis en train de faire transiter les efforts un peu partout, et toutes les barres qui sont sollicitées en poussée, je suis obligé de les dimensionner pour qu'elles ne flambent pas. Et donc au lieu d'avoir comme cas ici que les barres horizontales qui sont ici, celles-là qui sont à mettre en résistance au flambement, et je suis obligé de le mettre quasiment toutes. Alors ici j'en ai pas, ici j'ai celle-là, ici quand je suis là-bas j'ai celle-là aussi, donc j'en ai de partout, dans tous les sens, donc j'ai des barres qui sont toutes différentes les unes par rapport aux autres. Donc c'est pas une obligation, mais c'est du bon sens. Deuxième chose, éviter les bridages. Les bridages, c'est quoi? Ça veut dire je mets 2 paliers de stabilité, ici, aux angles. Ça, c'est ce qu'on appelle un bridage. Pourquoi? Parce qu'en cas de dilatation, qu'est-ce qui se passe? Dilatation due à la température. Ça, c'est indéformable. Ça, c'est indéformable. Il n'y a pas de fissure dans le métal. Non. La barre ici va se dilater. Donc elle va flamber. Donc il va falloir reprendre la dilatation quelque part. Quand je fais un système comme ça, la dilatation